Donc l'ANI, ce sont les accords nationaux interprofessionnels pour l'épargne salariale. Donc cette loi a été créée en début d'année 2024 et a commencé à passer donc devant l'Assemblée nationale et le Sénat l'été dernier. Ça a commencé au mois de juillet. Voilà. L'idée étant de permettre à un plus grand nombre de salariés de bénéficier de l'épargne salariale, c'est-à-dire que les entreprises puissent redistribuer une partie des richesses dégagées au cours de l'exercice au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Cette disposition existe depuis très longtemps, depuis 1967, pour les entreprises à l'époque de plus de 100 salariés et aujourd'hui pour les entreprises de plus de 50 salariés. C'est ce qu'on appelle la participation aux bénéfices. Donc pour les plus de 50 salariés, il y a une obligation légale inscrite dans le Code du travail qui oblige ces entreprises à reverser une partie du bénéfice réalisé au cours de l'exercice précédent à l'ensemble des salariés. Mais cette obligation n'existe pas pour les entreprises de moins de 50 salariés. Et donc, cette ANIS, ces accords nationaux interprofessionnels, ont pour but de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés, et plus précisément de 11 à 49 salariés, de pouvoir redistribuer une partie de la richesse générée au cours de l'exercice au profit de l'ensemble des salariés de leur entreprise dans un cadre fiscal et social très avantageux. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'ANI en résumé. L'Assemblée générale, l'Assemblée nationale avait déjà donné un premier avis. Le deuxième avis, la deuxième consultation a été faite. Et hier, c'est le Sénat, pour la deuxième fois, donc, qui a voté cette loi. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas eu d'accord. Donc, il y aura une commission paritaire mixte qui va être formée pour entériner cette nouvelle loi, en espérant qu'elle puisse prendre effet le plus rapidement possible. Et ensuite, il faudra attendre les décrets d'application pour que cette loi puisse s'appliquer et qu'on ait toutes les précisions sur tous les articles qui, et malheureusement c'est toujours le cas lorsqu'il y a des lois qui sont votées, il peut y avoir des problèmes d'interprétation et donc on va attendre la sortie des décrets d'application pour mieux comprendre le fonctionnement de cette loi. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente n'est encore qu'un résumé du projet, puisque la loi n'est pas définitivement votée. Donc, il y a certainement des petites choses qui vont bouger, mais en tout cas, les grandes trames, on les a. Et ça, il y a peu de chances qu'elles soient remises en question lors du vote de la loi ou par les décrets d'application. Donc, si vous pouvez passer, s'il vous plaît. Voilà, donc pour présenter très rapidement nos groupes, donc on a Epsens qui s'occupe de la gestion administrative des comptes d'épargne salariale que nous gérons et la partie financière est gérée par Siena Gestion qui est un gestionnaire d'actifs financiers. C'est classique pour toute société de gestion d'épargne salariale. Donc comme je vous l'ai dit, on a un peu plus de 500 000 comptes salariés en gestion et un peu plus de 11 000 entreprises clientes. Et sur la diapo suivante, vous verrez apparaître quelques-uns de nos plus gros clients. Donc, voilà, ça on va passer, merci. Voilà, quelques-uns de nos plus gros nos clients, je vous disais Thales, Safran, Airbus pour tout ce qui concerne l'aéronautique. Dans la métallurgie, Air France, ArcelorMittal, Dassault, Alstom pour les plus connus. Et puis si vous regardez en bas à gauche, vous avez une petite société qui était complètement connue il y a 4 ans et qui aujourd'hui est très connue puisque c'est, entre autres, Astra Zeneca. Et quelques entreprises de l'agroalimentaire, notamment un client historique chez nous qui est Nestlé, très très vieux client chez nous. Donc voilà quelques structures, quelques clients que nous avons dans notre portefeuille chez Epsens. Vous pouvez juste passer, s'il vous plaît, et la suivante. Voilà. Donc ces années, ce projet de loi pour le partage de la valeur, qui a été une première fois présenté en Conseil des ministres du 24 mai 2023. Et donc, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est passée hier à l'Assemblée nationale. Et comme je vous l'ai dit, une commission paritaire mixte va être mise en place pour entériner définitivement cette loi. Cette loi a pour but donc de faciliter le développement du partage de la valeur dans les entreprises et notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation dès lors qu'on a moins de 50 salariés dans l'entreprise. Donc, c'est développer, faciliter, simplifier également la mise en place de ces dispositifs. On constate
que bon nombre d'entreprises ne mettent pas en place de dispositifs d'épargne salariale, entre autres, parce qu'elles estiment que c'est trop compliqué. Or, dans les faits, lorsqu'on est bien accompagné dans toutes les démarches de mise en place, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas compliqué du tout à mettre en place. Un accord d'intéressement, ça a toujours fait peur les petites entreprises. Je peux vous assurer qu'un accord d'intéressement, ça peut se faire en 15-20 minutes. C'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et même sur le plan technique, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, aujourd'hui, cette loi a aussi pour but de simplifier la mise en place de ces dispositifs. Un thème dont je ne vous parlerai pas, c'est l'actionnariat salarié, parce que je pense malheureusement autour de cet écran, il n'y a personne, aucune entreprise qui soit en capacité de développer de l'actionnariat salarié. Il faut au moins 3 millions d'euros dans un fonds d'actionnariat salarié. Moi, j'en gérais un, par exemple, il y a quelques années, on a été obligé de le fermer. Voilà. Donc, l'entrée en vigueur se fera, on attend les textes, un coup c'est 1er janvier 2025, un autre coup 1er janvier 2024, donc c'est difficile d'avoir une date exacte, on verra dans la loi définitive. Je pense personnellement que ce sera à compter du 1er janvier 2025. Mais l'exercice 2023 peut déjà et 2022 peuvent déjà être concernés par cette loi. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc, si on peut passer, s'il vous plaît. Un rappel sur l'épargne salariale, et je pense une découverte pour bon nombre de personnes qui sont présentes. Pourquoi ce rappel sur l'épargne salariale? Tout simplement parce que ça va constituer le socle justement de l'ANI. C'est-à-dire c'est vraiment l'épargne salariale qui va servir de socle pour développer tous les dispositifs de partage de la valeur prévus dans cette loi. Donc, quand on parle d'épargne salariale, on a des dispositifs collectifs, la participation, l'intéressement, on a des plans d'épargne d'entreprise, on a des plans d'épargne retraite collectifs. Et quand on connaît bien l'épargne salariale, quand on regarde comment ça fonctionne, vraiment, c'est du gagnant-gagnant à la fois pour l'employeur comme pour le salarié. Personne n'est perdant dans l'affaire. Donc, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, on a résumé les différents dispositifs déjà en place aujourd'hui qui peuvent être mis en place par toute entreprise française, qu'elle comporte un salarié jusqu'à 25, 30 ou 100 000 salariés. Il suffit d'avoir un salarié pour mettre un de ces dispositifs d'épargne salariale. Donc, c'est là-dessus que l'ANI va s'appuyer pour inciter les entreprises, voire même dans certains cas les obliger, les entreprises de moins de 50 salariés, à mettre en place des dispositifs de partage de la valeur. C'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment le socle de base de cette loi. Vous avez toujours deux systèmes de primes en épargne salariale. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce que là, il nous faut un bon petit mois si on va dans chaque dispositif. Je vais vous donner juste l'idée principale de chaque dispositif d'épargne salariale. Je vais commencer par la participation. La participation, je vous l'ai dit, est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés, mais une entreprise de 50 salariés, voire un seul salarié, peut mettre en place ce qu'on appelle une participation facultative. Voilà. Il y a une obligation à partir de 50 salariés, il n'y a pas d'obligation en dessous. Par contre, certaines entreprises ont déjà franchi le pas de dire je vais mettre en place un accord de participation. Un accord de participation, c'est tout simplement une prime de participation qui sera versée à l'ensemble du personnel de l'entreprise dès lors qu'au cours de l'exercice précédent, l'entreprise a dégagé un certain niveau de bénéfice. Je fais un certain niveau de bénéfice, et bien l'année d'après, je suis obligé d'en reverser une partie à l'ensemble de mes salariés. Soit le salarié va la mettre dans sa poche immédiatement comme une prime salariale classique, et là, il paiera de l'impôt sur le revenu dessus, soit il l'investit dans un plan d'épargne salariale, pour ne pas complexifier de trop le sujet, je vais m'arrêter au plan d'épargne d'entreprise, qui est tout simplement une enveloppe, c'est une tirelire dans laquelle le salarié va pouvoir investir sa prime de participation pendant 5 ans. Il y a vraiment un délai de blocage de 5 ans, mais par contre, au terme des 5 ans, il sortira sa prime, plus éventuellement les plus-values générées par les placements. Cet argent, on ne va pas le laisser tout seul, on va l'investir, il va fructifier, en tout cas, on va faire en sorte qu'il fructifie. Et
au bout de 5 ans ou après, hein, il n'y a plus d'obligation dès lors que l'argent a été bloqué au moins 5 ans. Je peux le laisser 6, 7, 8, 9, 10 ans si j'en ai envie. Mais dès lors que les 5 ans de blocage auront été atteints, je vais pouvoir ressortir cette prime, plus les intérêts, et le tout sans impôt. Par contre, si ma prime de participation, je la mets dans ma poche, je vais payer de l'impôt sur le revenu dessus. J'ai un autre dispositif qui existe depuis un petit peu moins longtemps, qui a été créé dans les années 80, qui s'appelle l'intéressement. L'intéressement est très très proche de la participation. La différence près, c'est qu'il n'y a aucune prime, aucun accord d'intéressement n'est obligatoire aujourd'hui en France. C'est une volonté de l'entreprise de le mettre en place ou de ne pas le mettre en place. Et l'intéressement est plus dynamique de la participation. La participation, c'est dès lors que je fais un certain niveau de bénéfice, je verse. Là, on va créer dans l'accord différents objectifs à atteindre. Le plus simple étant un résultat courant avant impôt. Donc, si j'atteins tel résultat de courant avant impôt, je verserai une prime à l'ensemble des salariés. Si mon résultat courant avant impôt n'est pas atteint, je ne verse rien. Voilà. Donc, j'ai fixé un ou plusieurs objectifs dans un accord. Et si le ou les objectifs sont atteints, eh bien, l'entreprise sera obligée de verser une prime à l'ensemble des salariés. Si le ou les objectifs ne sont pas atteints, il n'y a pas de prime d'intéressement. Et là encore, comme pour la participation, soit le salarié va mettre sa prime d'intéressement dans sa poche, soit il est payé de l'impôt sur le revenu dessus, soit il l'investira dans un plan d'épargne d'entreprise, un PE, et là, elle sera intégralement défiscalisée. Dans les deux cas, que ce soit la prime de participation ou l'intéressement, il n'y a, pour des entreprises de moins de 50 salariés, aucun impôt sur le revenu à payer. Pour l'entreprise, est-ce que le salarié, excusez-moi, je dis une bêtise, pour l'entreprise, il n'y a aucune cotisation sociale à payer, zéro cotisation sociale, pas de forfait social non plus. Donc, si je verse 1000, il y a 1000 qui va dans la poche du salarié. Je ne suis pas obligé de payer des cotisations sociales ou autres. Non. Je verse 1000, ça coûte 1000 à l'entreprise, que ce soit une prime de participation ou d'intéressement. Le salarié, lui, malheureusement, va payer la CSG, la CRDS, j'arrondis à 10%. Et ce qui va lui rester sur ces 1000, donc moins la CSG, CRDS, moins 100 €, il va lui rester 900 €. Soit il l'empoche et il le dépense, mais il va payer de l'impôt sur le revenu sur cette somme, soit il la verse dans le PE, il ne paiera pas d'impôt. Donc le salarié peut fait déjà une bonne économie de cotisation sociale, voire même d'impôt sur le revenu. L'entreprise, lui, fait une exonération totale de cotisation sociale. Donc c'est moins coûteux à l'entreprise de verser une prime de participation ou d'intéressement plutôt que de verser une prime salariale. Ensuite, dans ce plan d'épargne d'entreprise, j'ai la possibilité de verser d'autres choses. Je peux y verser de l'argent qui vient de ma poche, qu'on appelle des versements volontaires. Je peux y verser des jours de congé épargnés dans un compte épargne-temps. Et si dans une autre vie, dans une autre entreprise, j'avais un PE et que je n'ai pas retiré l'argent lors de mon départ de cette entreprise, j'ai la possibilité de transférer l'argent de ce PE vers le nouveau PE de mon employeur. Je crois qu'il y a peut-être une question. Non? Non, c'est pour me dire que tout est OK. D'accord. Je comprends pareil. Donc voilà les dispositifs qui existent aujourd'hui en France et qui constitueront la base de l'ANI pour le partage de la richesse. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc je rappelle 2 primes, participation, intéressement, qui font l'objet donc d'un accord d'entreprise. J'atteins un objectif, je fais un certain niveau de bénéfice, je verse une prime à l'ensemble des salariés. Employeur, ça ne coûte pas de cotisation sociale, ça ne coûte rien. Le salarié, ça ne coûte que la CSG, CRDS. Et si je la place dans le PE, je n'ai pas d'impôt sur le revenu. Et puis, je peux verser dans cette fameuse grande tirelire qu'on appelle le plan d'épargne entreprise, de l'argent qui vient de mes placements, de l'argent qui vient de mon salaire, d'un héritage, de je ne sais quoi. En tout cas, je peux faire des versements personnels volontaires. Je peux y mettre 10 jours issus d'un compte épargne-temps. Et je peux également transférer un PE que j'avais ailleurs dans une vie précédente. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, donc il y en a certaines qu'on va passer parce que vous n'êtes pas concernés. Donc là, on va passer, c'est ce que je viens de vous expliquer, la participation, l'intéressement. Voilà, juste un peu, celle d'avant, s'il vous plaît. Voilà, juste un petit exemple. L'entreprise verse une prime de 1000 €. Au final, une prime classique, qu'est-ce qui revient aux salariés? 450 €, net de cotisation sociale et d'impôt sur le revenu.
L'employeur, lui, si je parle d'épargne salariale, que ce soit de la participation ou de l'intéressement, bien je verse 1000 et le salarié, lui, il va avoir 903 € qui vont tomber dans sa poche. Là, je n'ai pas encore enlevé les impôts sur le revenu. Hein. C'est 903 € avant prélèvement fiscal si le salarié met dans sa poche sa prime de participation et d'intéressement. Donc, l'entreprise, ça lui coûte beaucoup moins cher de verser un complément de rémunération par le biais de l'épargne salariale, participation ou intéressement, plutôt que de verser une prime classique. Et sur la diapo suivante, on montre que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Pour l'employeur, bien, la prime de participation ou d'intéressement sera déductible de son résultat imposable et il ne paiera pas de cotisation sociale. Et comme vous êtes dans des entreprises de moins de 50 salariés, il n'aura pas non plus de forfait social. Donc, quand vous versez 1000 à une personne, c'est 1000 que ça vous coûte. Ça ne vous coûte rien de plus. Le salarié, lui, bénéficiera d'une exonération partielle de cotisation sociale, puisqu'on va appeler uniquement la CSG et la CRDS sur la somme dont il va bénéficier, et éventuellement exonéré d'impôt sur le revenu s'il l'investit dans un PE. Donc, l'employeur comme le salarié bénéficient donc de cet avantage d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Il y a un gain des deux côtés. Vous pouvez juste avancer, s'il vous plaît. Donc, les mesures de l'ANI. Donc, tout d'abord, il y aura, et les branches sont en train de travailler dessus, un réexamen sur les classifications d'emploi. Voilà, et ils ont 5 ans pour le faire. Je pense que le réexamen des classifications d'emploi va s'accompagner d'un réexamen également des RMMG, des rémunérations minimum mensuelles garanties, puisque le gouvernement s'est aperçu, je suis quand même surpris qu'il ne le savait pas, qu'un certain nombre de conventions collectives prévoient dans leur grille de salaire les tout premiers échelons, tout premiers niveaux, se retrouvent aujourd'hui en dessous du SMIC. Donc, je pense que cette classification des emplois dans chaque branche d'activité sera accompagnée par une révision. C'est fort probable, hein, ça n'engage que moi, mais sera accompagnée d'une révision des grilles des salaires très vraisemblablement. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas revoir la classification d'emploi sans revoir la classification, également l'organisation des salaires. Donc, sur la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, faciliter le retour à la participation, c'est toujours à la branche professionnelle. Donc, les associations et représentants d'employeurs, hein, comme les représentants de salariés, donc les organisations patronales comme les syndicats salariaux, vont se pencher hein, dans leur branche d'activité sur des accords de participation qu'on appelle facultatifs. Donc, il est fort probable que dans bon nombre de conventions collectives, on voit apparaître des accords de participation que les entreprises de moins de 50 salariés pourront mettre en place. Il n'y aura pas d'obligation. Mais au lieu d'essayer de construire elles-mêmes leur accord de participation pour simplifier sa mise en place pour les moins de 50 salariés, puisqu'il n'y a toujours pas d'obligation légale pour les moins de 50 salariés de mettre en place un accord de participation, eh bien, on va leur fournir, grâce à leur branche d'activité, leur fournir une possibilité d'ouvrir, de mettre en place un accord de participation tel qu'il sera prévu dans leur convention collective. Maintenant, ce n'est pas demain que ça sera le jour, parce que vous voyez que c'est ouverture des négociations avant le 30 juin 2024. Entre la classification des salaires et cette participation, je pense que ça va prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Je ne pense pas que la révolution de l'ANI se fasse au niveau des branches professionnelles et de l'instauration éventuelle de participation conventionnelle. Personnellement, et même au niveau de notre activité, on n'y croit pas vraiment. Donc, sur la page suivante, c'est là que l'on voit l'aspect obligatoire de la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, si vous regardez le troisième petit encart, il y a marqué « Pour qui ?» Ça concerne toutes les entreprises qui comportent de 11 à 49 salariés. Comment va être calculé l'effectif ? Actuellement, on n'en sait rien. Est-ce que c'est de l'équivalent temps plein? Est-ce que c'est l'effectif inscrit donc, dans l'entreprise? On n'a pas aujourd'hui l'information. L'information que l'on ait, c'est s'il y a entre 11 et 49 salariés,
l'entreprise peut tomber sur le coup de l'obligation de redistribuer à l'ensemble de ses salariés une partie de la richesse dégagée au cours de l'exercice précédent. Quand on regarde dans quelles conditions, est indiqué que cette entreprise qui comporte de 11 à 49 salariés devra réaliser un bénéfice net fiscal supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutivement. Si mon bénéfice fiscal est supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires sur les exercices 2022, 2023, 2024, en 2025, cette entreprise aura l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur et donc de verser une prime à l'ensemble des salariés concernés. Donc le compte à rebours a déjà commencé. Dans ces 3 années consécutives, dans ces 3 exercices, le premier, c'est 2022. 2023 est en cours. Le suivant, c'est 2024. Si votre société, au cours de ces 3 années consécutivement, a réalisé un bénéfice fiscal supérieur à 1% du chiffre d'affaires, en 2025, vous devrez mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Alors, quand on voit dans le premier encart quel objet, ce dispositif de partage de la valeur, ça va être soit une prime de participation, tel qu'on vient de le voir, soit une prime d'intéressement, là, soit une prime de partage de la valeur, c'est ce que l'on appelle la fameuse prime Macron, soit de l'abondement dans le PE. Je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, soit participation, soit intéressement, soit prime de partage de la valeur. Et ça, ce sera compté du 1er janvier 2025. Rémi demande s'il n'y a pas un seuil de CA. Non. A priori, tel que l'on sait, non. Il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires. Le seuil, ça va être le bénéfice fiscal qui doit être supérieur ou égal à 1% du chiffre d'affaires. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, j'espère que ce sera dans la loi, c'est que si j'atteins cet objectif pendant 3 années consécutives, quel sera le montant minimum que je devrais verser? Pour l'instant, on n'a rien vu. Là, ce qu'on sait, c'est que je devrais mettre en place un dispositif de partage de la valeur. OK, mais combien au minimum devrais-je verser aux salariés? Quel éventuellement pourcentage du bénéfice ou quel pourcentage du chiffre d'affaires ou quel montant minimum, moi employeur, vais-je devoir verser à l'ensemble des salariés? On n'en sait rien. Est-ce que je peux juste me cantonner de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, par exemple une prime d'intéressement, un accord d'intéressement, puisque c'est bien l'un des dispositifs de partage de la valeur prévus par la loi. Je mets en place un accord d'intéressement, mais je me débrouille, excusez-moi, pour mettre un objectif tellement élevé pour que les objectifs ne soient jamais atteints et que je ne verse pas une partie de la valeur dégagée, une partie de la richesse dégagée au cours de l'exercice. Est-ce que ça, ce sera légal? Je ne sais pas. Ce que l'on sait, c'est que j'ai 11 à 49 salariés. Mon bénéfice fiscal était supérieur à 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutivement. Je devrais donc, au cours de la 4e année, mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Il y a monsieur Rémi quelque chose qui a une question qui lève la main. Oui, bonjour, merci Héloïse. Bonjour à tous, Rémi Dubois, responsable emploi FNSE à Centre-Val de Loire. Donc c'est moi qui vous ai posé la question. En fait, je vous interpelle parce que là, et notamment par rapport au public qui nous concerne, les agriculteurs, une entreprise agricole de 11 salariés, elle ne fait pas 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle va en faire 1,5, 2. Ça veut dire que 1% de chiffre d'affaires, ce n'est pas du bénéfice. C'est juste, on est en train de parler de quelques dizaines de milliers d'euros maximum. Ça me choque. Et il n'y a pas que les agriculteurs, je pense aussi aux artisans on n'est pas dans l'industrie avec des très gros chiffres d'affaires et des faibles rentabilités. On est bien sur des activités qui ne sont pas du tout dans ces ratios-là, en fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Je partage, mais à 200%. Ça ne concernera pas toutes les entreprises françaises. Ça ne concernera pas vraiment pas toutes les entreprises de 11 à 49 salariés. D'accord. C'est certain. C'est certain que ce soit un artisan, que ce soit n'importe 1% du chiffre d'affaires, c'est énorme en termes de bénéfice fiscal. C'est énorme.
Donc moi, toutes les entreprises que j'ai pu voir pour l'instant, sur les exercices 2022 voire 2023, n'ont pas rempli cet objectif. Hein. Ils n'ont pas rempli du tout, ils n'ont pas rempli du tout. Je pense, alors peut-être que je me trompe, et monsieur, j'aimerais bien avoir votre avis. Les entreprises de services, oui, puisque là, il y a beaucoup plus de marge. Donc, dans les entreprises de services, il y a plus de chances que ce soit mis en place. Je connais une entreprise qui travaille dans l'informatique et qui vraisemblablement atteindra cet objectif de 1% du chiffre d'affaires pendant 3 années consécutivement. Oui, elle l'atteindra. C'est à peu près sûr. Mais dans votre activité, il y a peu de chance. Hein. Bah, en fait, si, c'est l'inverse, nous, le problème. Enfin, je parle sous couvert d'un certain nombre d'exploitants qui seraient là, mais en fait, nous, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des entreprises de production de masse, donc on n'est pas sur des gros chiffres d'affaires. Oui. Je vous dis, une exploitation agricole de 11 salariés, quand elle dépasse le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est déjà une belle entreprise. Oui. Mais 1% d'1 million d'euros, c'est 10 000 euros de bénéfices. Heureusement qu'elle fait 10 000 euros de bénéfices. C'est-à-dire qu'on risque de se retrouver avec des entreprises qui vont être surtout avec des systèmes comme les nôtres où quand même la rentabilité est aléatoire puisqu'on a quand même un élément fort, c'est le climat. Tout à fait. On peut se retrouver avec des entreprises qui atteignent très vite les seuils alors qu'en réalité, objectivement, ce n'est pas du résultat. Quand vous faites 10 ou 15 000 euros de résultat, c'est pas du bénéfice. Alors après, c'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'on aura possibilité de faire des accords qui feront que, bon, ok, on aura mis un accord en place, mais ça ne donnera rien. Je ne suis pas censé vous le dire, ça, monsieur. On est bien d'accord, Je me torpille, hein. Je me torpille quand je dis ça. Vous comprenez bien que je me torpille. Mais c'est une éventualité qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir, dans le texte de loi, nous on ne l'a pas vu, est-ce que ce sera marqué dans les décrets d'application, est-ce qu'il y a eu des évolutions qui n'ont pas été portées à notre connaissance? On ne sait pas s'il y aura un minimum à verser, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il y aura vraiment quelque chose à verser. Comme je vous l'ai dit, vous mettez en place un dispositif qui ne génère jamais de primes et vous avez rempli votre obligation de moyens. Moi, je perçois la mise en place de ce dispositif de partage de la valeur comme une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. J'ai mon bénéfice fiscal qui est positif, au-delà de 1% de chiffre d'affaires sur 2022, 2023, 2024. J'ai 12 salariés dans mon effectif. 2025, je suis obligé de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Point. On sait très bien qu'un accord de participation et une prime d'intéressement, c'est complètement aléatoire. Je peux mettre en place un accord d'intéressement dont l'objectif est décorrélé, par exemple, du résultat de l'entreprise, ou je peux fixer un objectif qui soit très, très important et inatteignable. Selon les termes de la loi, si j'ai mis en place un accord d'intéressement inatteignable et qui ne génère jamais de prime d'intéressement, ai-je bien répondu aux conditions fixées par cette loi? À l'heure actuelle, je ne peux pas vous le dire. Je n'en sais rien. Par contre, si l'entreprise met un autre dispositif, qu'on va voir tout de suite après, qui s'appelle la prime de partage de la valeur, qu'on appelle la prime Macron. Donc là, il y aura réellement une prime à verser. Je ne sais pas s'il y a des entreprises autour de la table qui ont déjà versé des primes Macron ces dernières années, puisque ça fait quelques années que ça existe. Est-ce que ça a déjà été le cas? Alors, je ne sais pas s'il y en a là. On a géré, on gère beaucoup de payes au réseau FNSEA et on a géré pas mal de primes Macron, oui, depuis 3 ans. Voilà, il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui, à leurs salariés, ont versé des primes. Alors évidemment, on n'est pas sur des primes de plusieurs milliers d'euros, hein, ce n'est pas le sujet, mais qui ont joué le jeu et qui ont versé des primes Macron. Oui. Donc je pense sincèrement que il y aura quelques accords de participation, il y aura un peu plus d'accords d'intéressement et il y aura beaucoup de primes de partage de la valeur qui seront mises en place pour les salariés, puisque c'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour remplir cette obligation qui sera de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Voilà la fameuse prime de partage de la valeur, ce qu'on appelle vulgairement la prime Macron. Donc aujourd'hui, dans les sommes maximales, et merci monsieur de l'avoir fait observer parce que c'est la réalité du terrain, les entreprises peuvent verser jusqu'à 3 000 euros par salarié. Vraiment, je n'ai jamais vu depuis 3 ans. Mais c'est le montant maximum qui peut être versé
sous forme de prime de partage de la valeur. Ce montant peut être doublé, c'est-à-dire monter à 6 000 € par salarié, dès lors que je mets en place un dispositif d'intéressement, par exemple, ou de participation en place dans l'entreprise. Je n'ai jamais vu non plus de prime à 6 000, il faut dire sincèrement ce qu'il en est. Donc là, les entreprises, pour remplir cette obligation de reverser une partie, donc à compter du 1er janvier 2025, a priori, donc mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc elles pourront mettre en place la participation, l'intéressement, mais également recourir à la prime de partage de la valeur. Et là, au lieu de la verser en une seule fois, elles auront la possibilité de la verser en 2 fois. Donc il pourrait y avoir 2 primes dans l'année, mais toujours dans la limite maximale de 3 000 ou 6 000 € par personne. Ce n'est pas 3 000 plus 3 000 ou 6 000 pour 6 000 plus 6 000. Non, non. C'est j'ai 3 000 € maximum, je peux désormais la verser en 2 fois. À la fois, par exemple, une prime au mois d'avril-mai et une prime au mois d'octobre, novembre ou décembre. Voilà. Cette prime, pour l'année, en tout cas 2023, sera encore, pour cette année, exonérée de cotisations sociales pour l'entreprise, exonérée de forfait social également pour l'entreprise. Pour le salarié, exonéré de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu, sauf si la rémunération du salarié est supérieure à 3 SMIC mensuels, aux alentours d'entre 4 600 et 4 800 € de mémoire. Si l'un des salariés a plus de 4 800 € de rémunération mensuelle, à ce moment-là, sa prime de partage de la valeur, dès 2023, serait soumise à CSG-CRDS et soumise à impôt sur le revenu. Si l'entreprise institue un plan d'épargne d'entreprise ou un plan d'épargne retraite, ces mêmes salariés auront la possibilité d'investir leur prime de partage de la valeur dans ces plans d'épargne, par exemple le plan d'épargne d'entreprise dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, et la prime sera exonérée d'impôt sur le revenu. Pour tous les autres salariés aujourd'hui, et encore aujourd'hui sur 2023, la prime de partage de la valeur ne sera pas soumise à cotisation patronale, cotisation sociale patronale, ni cotisation sociale salariale, ni impôt sur le revenu, pour toutes les rémunérations inférieures à 3 SMIC mensuels. Ça, c'est pour 2023, c'est établi dans la loi. Par contre, à compter du 1er janvier 2024, la limonade, elle change un petit peu. La prime de partage de la valeur qui serait versée par les entreprises serait soumise à CSG-CRDS pour tout le monde et à impôt sur le revenu pour tout le monde. Donc cette prime de partage de la valeur va quand même perdre énormément de son attrait en 2024. Toutefois, dans l'ANI, il est indiqué, et c'est le troisième petit point dans le rectangle orange, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'exonération de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC serait reconduite jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, si l'ANI ne passe pas, il y a peu de chance. Donc, cette ANI va passer. Il y aura poursuite des dispositions fiscales et sociales actuelles, c'est-à-dire exonération de cotisations sociales pour l'entreprise, exonération de cotisations sociales et de CSG-CRDS et exonération d'impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC. Donc ça, ce sera encore valable pour 2024, 2025 et 2026, si c'est bien inscrit dans la loi. Si la loi revient dessus et ne l'inscrit pas, au 1er janvier 2024, toute entreprise de moins de 50 salariés, comme une entreprise de plus de 50 salariés, qui versera une prime de partage de la valeur, bien, le salarié paiera la CSG-CRDS et paiera de l'impôt sur le revenu dessus. Est-ce que c'est clair sur ce point-là? Parce que c'est un point très très important de la prime de partage de la valeur. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Dans le fil de conversation, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Non, pas de questions. Non? Donc, résumé, 2023,
comme 2022. Hein. Pour les salariés de moins qui ont une rémunération inférieure à 3 SMIC, pas de cotisation sociale patronale ni salariale, ni de CSG-CRDS, ni d'impôt sur le revenu. 1er janvier 2024 sont les textes actuels de la loi à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés, quel que soit le niveau de rémunération, CSG-CRDS, impôt sur le revenu. L'entreprise, elle, ne paiera pas de cotisation sociale. Par contre, il y aura le forfait social qui se rajoutera. Mais là, les choses ne sont pas très claires. Par contre, si l'ANI est bien votée et que la loi sur la prime de partage de la valeur le prévoit bien, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'exonération de cotisation sociale, de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu se poursuivrait jusqu'au 31 décembre 2026 pour toute rémunération inférieure à 3 SMIC. Voilà sur la prime de partage de la valeur. Donc là, c'est une grosse évolution qui va voir le jour dans les mois qui viennent. Je vous ai parlé de plan d'épargne d'entreprise, donc il y a cette fameuse tirelire qui pourra accueillir la participation, l'intéressement, qui rentre dans l'un des dispositifs de partage de la valeur à mettre en place si vous remplissez bien l'obligation de résultat. Et donc, on va parler du PE et de ses placements, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout investissement dans l'entreprise, tout dispositif de mise en place de la valeur passera pour moi par la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise également. Et dans ce PE, l'argent qui est investi est placé pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, en tout cas le temps que le salarié laisse son argent investi. Mais c'est au moins 5 ans. Un PE, l'argent est indisponible pendant 5 ans. Donc investi sur des placements. La volonté du législateur aujourd'hui, c'est d'orienter l'épargne des salariés vers des fonds qui sont ISR. ISR signifiant investissement socialement responsable. On va donc mettre dans nos fonds des titres d'entreprise qui sont socialement responsables, qui ont une activité socialement responsable, qui ont une gouvernance socialement responsable, qui ont une méthodologie sociale et une politique sociale socialement responsable. Au niveau environnemental également, qui respectent bien toutes les règles environnementales, et là, ce serait également socialement responsable. Vous avez, par exemple, nous, des fonds socialement responsables, les fonds ISR, on en propose chez Epsens depuis plus de 20 ans. C'est un petit peu notre marque de fabrique de faire des fonds d'investissement socialement responsables. Pour vous dire, dans les années entre 2009 et 2012, il y avait un gros sujet en Europe qui était la dette grecque. Je pense que vous en avez toutes et tous entendu parler, la fameuse dette grecque. Cette dette phénoménale a été générée par la Grèce parce qu'elle avait un énorme problème de gouvernance. Clairement, ils ont fait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc là, nous avions détecté un problème de gouvernance de cet État. Donc, dans certains de nos fonds obligataires, comme dans nos fonds monétaires, nous n'avions aucun emprunt grec, parce qu'il y avait un problème de gouvernance. Si nous apprenons, par exemple, que Total a toute une flotte de bateaux qui ne sont absolument pas entretenus et qui s'amusent à faire du dégazage illégal au large des côtes du littoral français, espagnol, américain, etc., peu importe. Mais en tout cas, elles souillent de pétrole les plages du littoral, quel que soit le pays. Ce n'est pas socialement responsable. Si nous apprenons qu'une entreprise française qui fait du bénéfice, beaucoup de bénéfices, qui économiquement est plus que viable, pour améliorer encore plus ses résultats, licencie 15% de son personnel, on va considérer que ce n'est pas socialement responsable. Et donc, on va retirer les actions de cette société des fonds communs de placement que nous proposons aux salariés. Voilà ce qu'est un fonds en investissement socialement responsable. Donc, pour de la gouvernance, pour des choses économiques, pour des aspects économiques, pour des aspects aussi environnementaux, pour des aspects également d'activité. On a certaines activités dans lesquelles on n'investira pas. Le tabac, par exemple, l'armement.
Voilà, ce sont des activités dans lesquelles on ne peut pas investir. Par exemple, le tabac. On sait que le tabac, c'est très nocif. On ne va quand même pas développer, participer à acheter des actions de chez Philip Morris et les mettre dans nos fonds. Absolument pas. Donc, l'ISR, c'est quelque chose que nous faisons de l'investissement socialement responsable. On le fait depuis très, 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 très longtemps, depuis plus de 20 ans. Et le législateur, aujourd'hui, le gouvernement se dit que ce serait peut-être bien d'imposer des fonds en investissement socialement responsable dans les plans d'épargne d'entreprise et dans les plans d'épargne retraite qui sont proposés par différents opérateurs aux entreprises, aux salariés français. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'ai rédigé encore un plan d'épargne d'entreprise. J'ai mis 4 fonds communs de placement en place. Je vais vous les citer. Absence monétaire, ISR. Absence obligation, ISR. Absence équilibre, ISR solidaire. Absence action, ISR. Ce PE est intégralement en investissement socialement responsable. On a un fonds aujourd'hui, on s'intéresse énormément à la transition énergétique et nous avons un fonds qui s'appelle Action bas carbone. On n'y met que des actions d'entreprises qui ont un engagement et qui tiennent leurs engagements sur la réduction de leur empreinte carbone pour leur activité commerciale, industrielle, etc. Et aujourd'hui, donc il y a certains titres d'entreprise qui surperforment au niveau du CAC 40 ou en Europe, que l'on ne va pas mettre dans ce fonds parce qu'il ne correspond pas à nos critères ISR. Par contre, une entreprise lambda qui répond aux critères, on va pouvoir la mettre dedans. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs fonds du marché. C'est l'un de ceux qui rapporte le plus. On est entre 12 et 15% depuis le début de l'année. Ça oscille de jour en jour, bien évidemment. Donc, toute entreprise, et c'est peut-être le cas là dans l'Assemblée, qui a un plan d'épargne d'entreprise, eh bien, elle devra mettre 1 voire 2 fonds communs de placement ISR dans le PE. Donc, si ce n'est pas le cas, les entreprises devront se mettre en conformité avec ces textes et donc le faire par voie d'avenant. Nous, on est tranquille. On va dire 95% de nos clients ont 1 voire 2 fonds ISR. Voilà. Donc ça, c'est un point important sur la gestion des plans d'épargne d'entreprise. Voilà, quelques cas pratiques. Là, j'ai le cas d'une entreprise qui comporte 20 salariés et qui n'a rien mis en place, ni participation, ni intéressement, ni PE avec abondement, rien. Eh bien, elle devra réaliser, si elle réalise pendant 3 années consécutivement, c'est-à-dire 2022, 2023, 2024, un bénéfice net fiscal supérieur à 1% de son chiffre d'affaires, elle devra mettre un dispositif de partage de la valeur en place, a priori, et j'insiste très fortement sur le a priori à compter du 1er janvier 2025. Donc les dispositifs, vous les avez dénommés, la participation, l'intéressement, de l'abondement avec le PE ou une prime de partage de la valeur. Dans l'exemple 2, on a des exemples chiffrés. Donc la page suivante, s'il vous plaît. Voilà, là vous avez les exercices 2022, 2023, 2024 avec un chiffre d'affaires en regard. Donc 1 million pour 2022, 1,5 million pour 2023 et 1,8 million 2024. Belle progression de chiffre d'affaires. Ce n'est malheureusement pas aussi courant que ça actuellement. En face, vous avez le bénéfice net fiscal. Pour 2024, je suis bien au-delà de 1%. En 2020, je suis bien en 2023, pardon, je suis bien au-delà de 1%. Par contre, 2022, je suis qu'à 9 000 contre 1 million. Je devrais être à 10 000. Donc, dans ce cas précis, l'exercice 2022 ne remplit pas les critères qui seraient définis par la loi. Donc, je ne retiens pas l'année 2022 dans mon comptage des 3 années consécutives. Donc, les 3 années pour l'instant à retenir seraient 2023, 2024. Et l'entreprise sera obligée d'attendre 2025 pour voir si elle réalise un bénéfice net fiscal supérieur à 1% de son chiffre d'affaires au cours de ce même exercice. Et si tel est le cas en 2025, eh bien, elle devra mettre en place un dispositif de partage de la valeur en 2026. Voilà, alors là, c'est le cas de l'entreprise qui n'a que 10 salariés. Je ne suis pas à 11, hein. J'en ai que 10. Donc, déjà de fait, elle ne serait pas concernée. Mais en plus, elle a déjà mis en place un accord d'intéressement. Pas du tout concernée par l'ANI, ni par l'effectif, ni par à mettre en place un dispositif, puisqu'elle l'a déjà mis en place, ce dispositif d'intéressement. Donc, elle ne serait pas concernée. Elle a déjà fait le travail auparavant.
Et là, vous avez mes coordonnées. Je voudrais rajouter une chose. L'ANI prévoirait, excusez-moi, également 3 nouveaux cas de déblocage anticipé en ce qui concerne le plan d'épargne d'entreprise. Je me permets de le dire parce que peut-être que dans l'assistance, certaines personnes ont mis déjà en place un PE au sein de leur entreprise. Ce fameux plan d'épargne d'entreprise, cette fameuse tirelire, dans laquelle l'argent est bloqué pendant 5 ans, il est prévu par le Code du travail des cas de sortie anticipée. C'est-à-dire que si j'ai un événement grave personnel ou un événement grave professionnel, je vais pouvoir récupérer mon argent. La liste, pour l'instant, est exhaustive. Hein. C'est le décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée par un PACS. C'est la naissance du 3e enfant et de chaque enfant suivant. C'est le mariage, un contrat avec au moins la garde d'un enfant. C'est le divorce ou la dissolution d'un PACS. C'est l'invalidité 2e, 3e catégorie. C'est l'endettement. Situation de surendettement, excusez-moi, création ou reprise d'une société, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, et un cas qui a vu le jour il y a 3 ans, malheureusement, c'est le dernier qui a vu le jour, c'est tout ce qui concerne les violences conjugales. Donc, si l'un de ces 10 cas survient, le salarié peut récupérer son argent avant le terme des 10 ans et sans impôt. Il y a 3 nouveaux cas que l'ANI pourrait prévoir dans ces textes. Le premier cas serait pour le financement, je pourrais débloquer l'argent qui est dans mon PE pour financer la transition énergétique de mon habitation principale. J'ai une chaudière au fioul et je passe à des panneaux photovoltaïques. Le mot conditionnel, parce que la loi n'est pas votée, hein. Je pourrais débloquer tout ou partie de mon épargne salariale pour financer l'installation de panneaux photovoltaïques. Donc, pour la transition économique, dans la transition écologique, donc la transition énergétique, pardon, dans le cadre de l'habitation principale, il pourrait y avoir un nouveau cas qui sortirait. Le deuxième cas concerne les aidants. Si vous êtes aidant d'une personne, ça vous coûte relativement cher, mais vous pourriez débloquer tout ou partie de votre épargne salariale. Le troisième point qui pourrait voir le jour, le dernier déblocage anticipé supplémentaire, concernerait l'acquisition de véhicules dits propres, neufs ou occasion. D'ailleurs, l'achat d'une voiture électrique, pour faire plus simple, l'achat d'une voiture électrique, eh bien qu'elle soit neuve ou d'occasion, pourrait permettre de débloquer son épargne salariale. Donc, on sent bien aujourd'hui que chez le législateur, l'épargne salariale est au cœur des préoccupations, que ce soit du gouvernement ou du législateur, parce que c'est l'un des moyens aujourd'hui de pouvoir partager une partie de la richesse de l'entreprise avec les salariés, de pouvoir éventuellement mieux rémunérer les salariés, sans pour cela accroître de façon phénoménale la masse salariale. Je veux dire par là, c'est que c'est tout un système de versement de primes, primes partage de la valeur, primes de participation, primes d'intéressement, qui échappent aux cotisations sociales. Vous savez que si vous augmentez les salaires de 5%, ça vous coûte grosso modo, vous, employeur, 7,5%. Donc le salarié se retrouve à récupérer à peine 3%. Là, quand je verse, comme on l'a vu dans l'exemple, l'entreprise verse 1000, d'un côté, ce forme de prime, ça y fait un peu plus de 450 €. Si c'est de l'épargne salariale, ça fait 900 €. Ou si c'est de la prime de partage de la valeur, ça ferait éventuellement 1000 à 1000. Voilà, pour une personne qui gagne moins de 3 SMIC mensuels. Donc l'épargne salariale est vraiment au cœur des réflexions pour cette loi ANI, pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés, pour améliorer éventuellement le pouvoir d'épargne également, et permettre aux entreprises qui le peuvent, ou qui le devront peut-être si elles remplissent ces conditions de l'ANI, verser une partie de la richesse dégagée au cours de l'exercice précédent à l'ensemble du personnel.